Bienvenue à Edna Rencontre, une émission qui a pour objectif de valoriser et d'outiller la deuxième génération d'immigrants. Je me présente, Edna Linnaeus, et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir la fondatrice de la Maison Déborah, Jessie Charles. Bonjour Jessie. Salut Edna. Salut. Bienvenue à mon émission. Mais merci de m'avoir invitée. Écoute, aujourd'hui, si tu peux nous parler, avant d'entrer dans le vif du sujet de la Maison Déborah, bien sûr, parle-nous de qui tu es, de ton parcours professionnel. En fait, je suis Jessie Charles, comme tu l'as si bien présenté. En fait, présentement, je suis cadre au CIUS du nord de l'île de Montréal. Mais quand on dit cadre, cadre OK, mais je suis infirmière, en fait, infirmière clinicienne depuis 2004, début 2004. Puis, c'est durant mon parcours professionnel que je me suis rendu compte qu'il y avait une problématique sociale qui était celle des jeunes mamans, donc dans le fond, de la maternité précoce. Puis, ça m'a comme intriguée. Puis, j'ai toujours eu un intérêt à travailler avec les femmes haïtiennes. Okay. En fait, dans mon travail on pourrait dire de fin de parcours au cégep, je l'avais même écrit dans un travail qu'on devait faire. Puis, tu sais, ils nous demandaient qu'est-ce que vous voulez faire, tu sais, avec votre métier, tout ça. Puis moi, je m'étais mis comme objectif de travailler avec des familles haïtiennes. Et puis, quelques années plus tard, je me suis retrouvée, justement, je pense même 10 ans plus tard, je me suis retrouvée, 10 ans, à Montréal-Nord, à travailler dans un programme qui s'appelle les CIP, donc Services intégrés en périnatalité et petite enfance. Donc, c'est ça, à travailler avec des jeunes mères. Puis, la majeure était haïtienne, on pourrait dire. Donc, vraiment, j'étais dans mon élément. Ce qui m'a amenée là, avoir cet intérêt-là, je me suis rendu compte aussi, en regardant justement dans mon historique familial, que ma maman avait été jeune maman. Wow. Et donc, avec Est-ce que tu t'es rendu compte de ça avant de t'intéresser, ou bien après, finalement, tu as réalisé que, OK, non, mon parcours familial était le même? En fait, tu vois, le fait que tu me poses la question, j'essaie de me resituer. L'affaire, c'est que je pense que c'est dans une conversation que j'avais entendu que ma mère, justement, avait été jeune maman. Puis, tu sais, je me suis comme... je pense pas que c'est ça, c'est en ayant du recul sur mon parcours que je me suis rendu compte que je pouvais faire l'association. Mais en réalité, j'ai été attirée par la problématique sociale, en soi, je pourrais dire. Okay. Donc, c'est ça qui m'a amenée à être donc, l'association s'est faite par après. Oui, en fait, en cours de parcours ou par après, tu sais, c'est un petit peu difficile à dire. Mais tu sais, c'est drôle, mais il y a des fois dans la vie, c'est ça que j'aime. Je pense que c'est une question d'énergie. Des fois, la vie t'amène vers un certain cheminement. Fait que c'est un petit peu ça qui s'est passé. Ouais. Absolument. Écoute, donc là, tu as déjà abordé un petit peu le sujet, mais qu'est-ce qui t'a amené, entre autres, à créer la Maison Déborah, mais aussi, quand est-ce que ça a commencé? Donc, si tu peux nous partager ça. Super. Donc, durant mon parcours, justement, en tant qu'infirmière à Montréal-Nord avec les jeunes mamans, je me suis rendu compte qu'il y avait un passage intergénérationnel entre les mamans et les enfants. En fait, je regardais le parcours des jeunes mamans, puis on regardait, tu sais, si on fait... en génogramme, exemple, on faisait ça là, pour savoir un petit peu c'est quoi l'environnement de la mère, la famille, etc. Puis on regardait un petit peu les éléments environnementaux qui influençaient cette famille-là. Puis quand on regardait, on voyait que souvent, il y avait un passé de maternité précoce. Puis après ça, c'est passé à la maman. Puis ensuite, il y avait des signalements à la DPJ. Puis là, c'était repassé de génération en génération. Puis là, je me disais... c'est intéressant. Fait que c'était vraiment intriguant. Fait que là, je me suis dit, tu sais, j'aimerais ça pouvoir arrêter cette passation-là. Oui. Donc, c'est tellement bon ce que tu dis là. Attends, on va faire une pause. Arrêter cette passation. Parce que c'est justement ça qu'on ne fait pas souvent, de regarder qu'est-ce qui s'est passé avant, puis pour être en mesure de pouvoir mieux répondre ou trouver des solutions pour ce qui se passe présentement. Exact. Très bon. Exact. Je te laisse continuer. Fait que, en fait, je voulais comme ouvrir une maison pour les petits-enfants, justement, pour pouvoir prendre soin d'eux, etc., pour être une alternative à la DPJ. Puis après ça, au fil du temps, je me suis rendu compte qu'on pouvait travailler avec les jeunes mamans en tant que telles. Puis j'avais vu l'histoire d'une dame aux États-Unis qui s'appelle Antonina L. Griffin. Puis l'affaire, c'est qu'agir sur les enfants, c'était compliqué parce que, tu sais, il fallait avoir le consentement des parents, avoir le consentement de la DPJ, tout ça, parce que, tu sais, c'était impossible de le faire juste comme ça, selon les lois. Donc, je me suis dit, on peut agir sur les adultes, right?
Donc, ça veut dire que ton public cible, c'est vraiment les les mamans, mamans. c'est pas les enfants. C'est pas... En fait, si on agit sur la maman, Oui, c'est donc, certain que ça découle. en fait, on va travailler sur la famille. Exactement. OK. Mais Ouais. la cible première, c'est la maman. C'est la maman OK. pour pouvoir permettre aux enfants de grandir dans un environnement qui est propice à leur développement. Absolument. Très bon. Ouais. Et est-ce que tu peux me dire de quel âge à quel âge, quel âge a ton public cible? Donc, ça part de la jeune adolescente jusqu'à environ une trentaine d'années. Parce que j'ai des demandes de personnes d'âge plus mûr, mais qui ont été mamans beaucoup plus jeunes. OK. Et Ouais. quelles sont leurs demandes, si je peux tout de suite te demander ça? Quelle est la demande de celles qui sont plus mûres versus celles qui sont plus jeunes? De l'accompagnement. Souvent, elles sont plus claires sur leurs besoins. Ça va être de l'accompagnement, exemple, à la naissance ou si elles ont des besoins au niveau matériel, surtout maintenant, surtout durant Oui. la période du COVID ou post-COVID, il y a de plus en plus de ça. Wow. Et avant, est-ce que c'était ça ou tu te concentrais plus sur les plus jeunes, comme t'as dit 18 ans ou 20 ans? Jeune adolescent, Jeune adolescent. jeune adolescent. Ça peut être même avant ça, Mais ma majeure est dans la mi-vingtaine. mi-vingtaine. Intéressant. Oui. Ça fait combien de temps encore que... 8 ans, je pourrais dire. 8 ans. Ben, je dis 8 ans, mais ça fait depuis, mine de rien, oui, 8 ans, parce que ça fait depuis 2014. Oui, on est fondé. Félicitations. Oui, merci. Félicitations, j'aime ça. Oui, Laisse-moi 9 regarder. ans. Oui, Wow, c'est super bon. yes. Puis maintenant, parlons un peu des principaux enjeux qui accompagnent ces jeunes mamans-là. OK? Parce que lors de notre discussion en préparation, on en parlait, puis je voulais juste peut-être ramener ça. Qu'est-ce que les jeunes mamans vivent? Quels sont les enjeux qu'elles vivent aujourd'hui? Les enjeux principaux, on pourrait dire, parce que on s'adresse aux jeunes mamans, mais les jeunes mamans racisées. J'ai voulu mettre un accent là-dessus, sur ces jeunes mamans-là, parce que souvent, je me suis rendu compte justement lorsque je travaillais au CLSC, elles sont moins portées à aller chercher de l'aide. Intéressant. Oui, parce qu'elles ne se sentent pas représentées OK. par les intervenants. Et lorsque les intervenants en prennent soin, souvent, il y a une mauvaise compréhension, justement, des enjeux auxquels elles font face, comme, mettons, les problèmes familiaux, tout ce qui est lié à l'honneur. Parce que lorsqu'on est jeune maman, on tombe enceinte, on n'est pas marié, ou on tombe enceinte d'un homme qui n'était pas nécessairement approuvé par la famille, ça, c'est un gros problème au niveau de la famille. Puis souvent, il y a l'honneur qui rentre en ligne de compte. Donc, la honte aussi associée. Si jamais c'est une famille qui était religieuse, il y a aussi le rejet qui peut venir avec ça. Au niveau de la culture aussi, il y a une forme de rejet. Donc, c'est vraiment ça. Tu sais, j'ai une de mes jeunes mamans qui m'avait raconté, même qu'elle, elle a dû... Tu sais, elle n'avait jamais dit ça. C'est moi... Par après, je l'avais eu comme cliente au CLSC, puis par la suite, on s'est retrouvés, puis qui m'a expliqué que elle, sa mère l'avait rejetée, puis elle était au point où, même enceinte, elle était suivie à l'hôpital. Personne ne savait ça. Qu'est-ce qu'elle vivait? Mais elle vivait à l'extérieur. Elle devait dormir dans les buanderies, dans les appartements. C'est là qu'elle se cachait du froid en plein hiver, parce que sa mère l'avait mis dehors. Donc, enceinte? Oui, tout à fait, parce qu'elle était envoyée enceinte, fait que c'est ça. C'est tellement triste. Excuse-moi. Mais est-ce que les enjeux que tu viens juste de dépeindre, c'était les mêmes avant ou ils étaient différents? Tu sais, quand je dis avant, c'est dans l'historique, dans l'histoire des mères monoparentales, comme on le voyait auparavant. Est-ce qu'on peut dire qu'on a évolué à ce niveau-là, au niveau des stigmas? Je pense que si c'est des stigmas plus au niveau culturel, c'est un petit peu difficile. Surtout qu'on peut penser que la personne, si elle, mettons, elle a migré, il y a un changement, mais souvent... les valeurs restent imprégnées, restent les mêmes. Puis, je pense que même si les années avancent, c'est pas tout le monde qui sont capables de pouvoir faire la part des choses. Et qu'on veuille ou pas, il y a l'influence extérieure, il y a le regard des autres. Parce que des fois, la personne, le parent peut avoir évolué, mais le regard des autres, de la famille, des fois, ils ont peur, les qu'en dira-t-on, etc. Et on sait que culturellement, c'est très important, l'honneur, le paraître... qu'est-ce que la famille va dire? Qu'est-ce que les amis vont dire? Donc, on vit beaucoup pour les apparences. Donc, pour sauver les apparences, souvent, les parents vont être portés à prendre des décisions qui peuvent être aussi drastiques que celles que je viens de décrire. De te décrire, donc de mettre la personne dehors. Exactement, oui. Je ne sais même pas si on a assez de temps. J'aurais tellement aimé parler de l'avortement avec toi. Parce que je me demande à quel point est-ce que ça n'a pas un impact même dans notre culture, la culture haïtienne, qu'on détienne les deux. Est-ce qu'il y a beaucoup d'avortements qui se fait?
Là, j'ai cause pas de les cette... statistiques, fait que ça serait difficile pour moi d'en parler, mais c'est Oui. sûr que à cause de tous les tabous, c'est sûr que ça peut influencer clairement la décision de garder l'enfant ou pas garder. Et souvent aussi, ça c'est une chose dont on n'a pas parlé, mais il y a le partenaire aussi Oui, de la c'est tellement vrai. jeune maman. Il y en a qui sont pas prêts, puis c'est le premier réflexe. Puis des fois, malheureusement, ça peut même être pris comme un moyen de contraception. Tu sais, Oui. c'est arrivé, la fille est tombée enceinte, c'était pas le choix du couple ou c'est ça exactement en faisant l'acte exemple on pourrait dire le condom a À percer. éclaté ou s'est déplacé ou quoi que ce soit et malheureusement elle est tombée enceinte. Alors ça peut mener aussi à ça la pression sociale aussi associée à la grossesse, la honte, les problèmes socio-économiques aussi, ça on n'en a pas parlé, mais au niveau socio-économique, il y a souvent une précarité qui est associée au fait d'être une femme jeune et en plus racialisée. C'est un petit peu compliqué. Donc, il y a tout ça, c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité qui rentre en ligne de compte, donc qui rend la jeune d'autant plus vulnérable. Et surtout, si elle n'a pas fini ses études, ça augmente, tu sais, au niveau des déterminants de la santé, là, ça augmente ses chances d'avoir des problématiques au niveau social aussi. Oui. La pauvreté, donc Oui. c'est une personne qui est très à risque de pauvreté parce que lorsqu'on n'a pas d'études ici, on sait que sans secondaire 5, c'est difficile de se trouver un bon emploi. Et même avec un secondaire 5, maintenant, avoir un emploi très bien rémunéré, c'est plus difficile. Donc, et souvent, c'est des personnes qui se cherchent, qui ne savent pas dans quel emploi aller, on tombe enceinte, on coupe le parcours scolaire et aussi, si on va sur Emploi Québec et on a des jeunes enfants, souvent, le programme Ma place au soleil est excellent, mais dès qu'on rate un certain nombre de cours, à ce moment-là, on peut être exclu du programme. Donc, c'est beaucoup de choses qui peuvent causer une grande précarité chez ces mamans-là. Oui, c'est autant d'enjeux. On voit que tu connais tellement bien ton sujet puis que tu partages ça là comme tellement fluidement puis je te félicite parce que pour moi c'est inconnu pour l'instant. Maintenant je l'apprends à connaître avec toi puis je suis super contente de ça. Est-ce que il y a un domaine ou un volet dans la maison Déborah de prévention? C'est un travail qu'on aimerait ça pouvoir faire et d'ailleurs, c'est un des volets que j'aurais voulu vraiment développer. Là, présentement, on est vraiment... la prévention, il y a plusieurs... on pourrait dire, il y a plusieurs dimensions. Et nous, on est en prévention tertiaire, c'est-à-dire après le fait. Oui, donc, après la grossesse. Mais c'est sûr que si on peut travailler avec cette maman-là, on pourra aussi travailler pour les prochains enfants à venir. Oui. Donc, on peut prévenir d'autres problématiques. Oui, puis, on peut faire de la prévention. On prend soin de la cellule familiale, on peut prévenir la transmission intergénérationnelle à son enfant, justement, Super. en préconisant l'éducation. Entre autres, on a des activités d'éveil à la lecture, donc pour éviter que l'enfant ait des problèmes de développement. C'est sûr que là, pour que je puisse vraiment mener à bien mes activités, parce que oui, je connais bien, parce que j'ai travaillé au CLSC, etc., il me faut des fonds et c'est ça qui me fait défaut. Oui. Donc, c'est vraiment un appel. Je peux profiter de ma tribune pour faire un appel au public par rapport à ça. Et s'il y a des personnes dans la communauté qui voudraient participer à une meilleure, on pourrait dire, à nous aider à mieux structurer le tout pour pouvoir aller chercher des fonds et aider les gens dans la communauté parce que les besoins sont grands. Oui. Et des fois, on peut dire, en termes de statistiques, même j'ai été chercher des statistiques, on n'en a pas autant de statistiques parce que c'est pas... souvent, les gens ne vont pas nécessairement chercher de l'aide et malheureusement, les personnes racisées, je ne sais pas si ce n'est pas d'intérêt public ou quoi que ce soit, mais les recherches ne sont pas forcément faites à ce niveau-là. Et c'est prouvé, là. Oui. Donc, ça, j'aurais aimé travailler à un projet de recherche. Pour un projet de recherche au sein même de la Maison Déborah, ça aurait été quelque chose que j'aurais aimé. Puis ça aussi, ça aurait aidé aussi à aller chercher des fonds pour pouvoir, justement, mettre en œuvre des programmes qui pourraient faire partie d'une étude, exemple. Super statistique, bon. Ouais. Oui, puis... J'ai bien hâte de pouvoir te poser la prochaine question éventuellement. J'ai une question pour toi qui va élaborer sur le fait de contribuer à ton organisme. Mais j'aimerais avant te demander quand, justement pour encourager cette action-là, quand les mamans viennent, les jeunes mamans viennent, quels sont les services qui sont offerts? Et aussi, quelle est la durée? OK. Donc, nous, on vise vraiment une activité intensive, on pourrait dire, d'à peu près 1 an, où ça serait vraiment intensif. Quand même. Mais présentement, la structure ne nous permet pas encore d'avoir vraiment quelque chose dans un programme assez
solide. Tu sais, j'aimerais pouvoir prendre le modèle du CIP, donc un modèle qui est déjà exploité au niveau des CLSC, mais le mettre à ma sauce, on pourrait dire, puis l'adapter aux besoins de nos populations. Et au fait, ce qu'on offre, puis ce qu'on veut vraiment mettre de l'avant, c'est la réinsertion sociale, mais avant ça, c'est une thérapie. OK. Parce que si une personne n'est pas bien avec elle-même, c'est difficile de réussir quelconque projet. Oui. Donc, si moi, j'arrive à la maison Déborah, je suis desservie pendant combien de temps? Donc, le but, ce serait d'être desservi au moins pendant 1 an intensivement et peut-être possiblement plus longtemps au besoin. OK. Donc, là, présentement, on oui, n'a c'est pas un time frame parce que là, on y va plus ad lib selon les besoins exprimés par les mamans. Mais je voudrais avoir plusieurs spécialistes qui puissent prendre, on pourrait dire, les rênes ou bien puissent aider les mamans. Par exemple, thérapeute, travailleuse sociale, éducatrice, et tout ça pour pouvoir vraiment avoir... pas un noyau, mais vraiment un éventail de services qui va pouvoir, tu sais, la maman va pouvoir avoir accès à ça et puis selon ses besoins qu'elle ressent, aller chercher cette aide-là. Puis nous, on peut la diriger vers ces différents intervenants-là parce que c'est ça qui va pouvoir aider à rebâtir sa vie parce que souvent, les fondations sont éclatées lorsque ces affaires-là arrivent. Oui, parce qu'il y a beaucoup de traumas associés aussi. Parce que ça, c'est un volet qu'on n'a pas touché, mais qu'est-ce qui amène à une précocité, à un rapport sexuel précoce aussi? Il y a tout ça, aussi, ou non, les rapports non protégés aussi. Il y a tout ça, il y a tous ces volets-là qu'on n'a pas explorés, mais souvent... c'est lié à des traumas. Souvent, c'est les rapports hommes-femmes qui sont un peu tabous aussi. Et on n'en parle pas beaucoup, la relation sexuelle dans notre communauté. Là, on le sait très bien. Et quand je dis que notre communauté, c'est celle qui est haïtienne. Exactement. On n'aborde pas vraiment ce sujet-là. Mais c'est très tabou, même dans les autres communautés. Communautés aussi. Les T'as raison. les minorités, on pourrait dire la diversité ethnoculturelle. Souvent, c'est un sujet qui est très tabou. Oui. Moi, c'est sûr que je sais que c'est pas quelque chose que par exemple, chez les Asiatiques, on n'en parle pas nécessairement. Toutefois, je sais que dans notre culture même, parce que je l'ai vécu, je me dis, c'est à peine soulevé, à peine touché. Je peux pas, je sais que ça existe pour les autres, mais je ne peux pas affirmer à cause du fait que je ne viens pas de ces cultures-là. Mais je pense qu'il y a un grand travail. Puis j'ai l'impression que la deuxième génération est en train de faire un bon travail à ce niveau-là. J'espère. Qu'est-ce que tu en penses, au fait? Moi, je pense que oui, il y a une certaine ouverture. OK. Mais il y a une différence entre être actif sexuellement, donc explorer, et avoir des connaissances. Oui. Et c'est ça, moi, je pense que c'est d'être capable de balancer les deux. Parce que c'est pas parce qu'on est dans la pratique qu'on est forcément éduqué. Parce que et ça, c'est un mythe que je pense qui est malheureusement perpétué parce que souvent, on se dit, bon, ben, comme moi, je suis dans l'action, je sais qu'est-ce que je suis en train de faire. Parce que moi, j'ai fait l'expérience avec des cousins. Là, on parle de femmes, mais tu sais, avec des cousins, puis j'aurais posé une question. Et la façon qu'ils m'ont répondu, j'ai fait, wow, OK. Puis ils sont très actifs, là. Oui. Puis pourtant... La façon qu'ils m'ont répondu, les connaissances n'étaient pas là. Wow, c'est tellement un bon point que tu soulèves. Oh wow, c'est super bon. Alors, ce qui m'amène à la question que je voulais te poser, qu'est-ce que la question maintenant, je peux te la poser. Comment est-ce qu'on peut trouver l'organisme? Comment est-ce qu'on retrouve la Maison Déborah? Très actif sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram. Alors, pour le moment, c'est vraiment ça. Là, on travaille à remettre notre site, à reconstruire notre site, puis on aimerait ça aussi, faire du sociofinancement, etc. Mais là, maintenant, on est vraiment en train de repenser à une meilleure façon de structurer les choses pour qu'on puisse vraiment prendre notre envol, parce que les besoins sont là. Oui. Moi, je me fais référer des gens, des mamans qui ont des besoins, et je me dis que si j'avais
Ah, les moyens, là, mon Dieu, je les aiderais toutes. Oui. Il y a une vague de nouvelles arrivantes, on n'en a pas parlé, Oui. mais il y en a qui viennent enceintes, qui arrivent enceintes, Oui, puis il y c'est en a vrai. là-dedans qui sont jeunes, puis ils ont des gros besoins, que ce soit au niveau financier, il y en a là-dedans que c'est malheureusement par abus sexuel qu'elles sont tombées enceintes. Donc, il y a beaucoup de besoins, puis aussi, tu sais, de ne pas connaître le milieu, de ne pas avoir Citoyenneté, les papiers, en fait, de ne pas avoir la résidence permanente, tout ça, l'accessibilité aux soins et services de santé, tout ça. C'est tellement complexe. Ouais. Donc, combien de femmes en ce moment tu peux desservir? Là, présentement, on en dessert une vingtaine, malgré tout. OK, une vingtaine quand même, félicitations. Ouais. Merci. Parce que là, si tu dis, on n'a pas vraiment une échéance de temps, mais on se dit 1 an, donc 20 femmes sur 1 an, c'est quand même bon. Oui, c'est quand même très bien. Donc, on est fiers de ça. Félicitations. Et puis, oui, merci. On a une équipe qui travaille quand même assez fort. Combien de personnes sont membres dans ton équipe? On pourrait dire à peu près proche d'une dizaine. OK, quand même. In and out. Oui. Mais j'ai quelques soldats fidèles, oui. Bravo. Oui. Est-ce que c'est tous des femmes haïtiennes? Moi, ce que je préconise, ça serait de préconiser des personnes qui viennent des diversités culturelles. OK. C'est pas par un manque d'ouverture envers les autres, mais je veux que les mamans se sentent représentées. Oui, très bon. D'ailleurs, je pense qu'il y a quelqu'un qui va peut-être voir ça, puis comprendre un petit peu mon schéma de pensée. Puis des fois, c'est un petit peu difficile de l'articuler à la personne, mais c'est pas parce que je ne veux pas d'autres personnes ou des personnes caucasiennes ou autres, mais ce que je veux vraiment véhiculer à ces jeunes mamans-là, c'est que elles ont des personnes qui peuvent les comprendre. C'est vrai que c'est pas parce que tu as une personne qui vient d'une minorité ethnique qui va nécessairement te comprendre. Donc, c'est sûr qu'il y a les compétences de la personne. Absolument. Et on va étudier un petit peu le rapport de cette personne-là avec notre population qu'on dessert, c'est sûr. Puis aussi en posant des questions, en voyant un petit peu comment cette personne-là réfléchit à ça aussi. Mais pour moi, c'est quand même important de préconiser le travail de nos communautés, Bravo. de personnes issues de nos communautés. Et l'affaire aussi, c'est premièrement, il y a une meilleure compréhension des enjeux. Deuxièmement, aussi, je pense que la personne quand on voit quelqu'un qui nous ressemble, c'est moins confrontant. Troisièmement, aussi, je pense que nos communautés, souvent, on n'arrive pas à nécessairement donner les soins comme nous, on voudrait nécessairement dans le réseau. Fait que là, ça nous permet de nous exprimer pleinement en tant que... Tu parles du réseau de santé, selon notre culture, oui. OK. Ouais. Wow. Même si je fais partie, veux pas, la gestion elle est dominée ou la gestion, elle est faite par des personnes, par la communauté qui est dominante, justement. Oui. Donc, est-ce qu'ils comprennent forcément tous nos enjeux? Pas nécessairement. Des fois, c'est questionnable. Donc, tu sais, moi, j'ai pas peur de le dire. Tu sais, souvent, on a de la difficulté à nommer les choses, mais je pense que si on ne nomme pas quelque chose, on ne peut pas le corriger. Je suis d'accord. Oui. Oh, c'est très bien. Merci. Avec qui tu collabores, justement? Est-ce qu'il y a des organismes ou d'autres services qui sont pour toi des ressources auxquelles tu présentes les mamans? Ou tu comprends ce que je veux dire? Avec qui tu collabores pour amener les ressources aux mamans? Donc, tu sais, je collabore avec différents professionnels, mais qu'est-ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir justement amener ces mamans-là vers les instances et de pouvoir les accompagner vers ces instances-là. Okay. Je trouve ça important parce que c'est notre but, notre travail, c'est d'améliorer l'accessibilité aux soins et services de santé. Nous, on peut l'être en étant une porte ouverte, en ayant des professionnels qui sont chevronnés, donc éduqués, qui sont bien formés, mais aussi, s'ils ont besoin justement d'aller chez le médecin, on peut les accompagner. Parce que souvent, c'est ça, est-ce qu'elles vont poser les bonnes questions? Est-ce qu'elles vont présenter leurs problématiques de la bonne manière? Des fois, il y en a qui ont des craintes qui sont fondées ou pas, mais des fois, il y en a qui ont des craintes. Les éduquer aussi sur comment y aller, faire beaucoup d'empowerment, mais aussi l'accompagnement est très important pour nous. Donc, tout professionnel qui peut accompagner, donc c'est vers là qu'on veut aller. Donc, moi, je suis très ouverte parce que même quand j'étais au sein des CIP, la façon que je travaillais de façon un peu non orthodoxe. En fait, moi, j'allais accompagner mes mamans à la clinique ou des choses comme ça, pour pouvoir améliorer l'accessibilité. Ouais. C'est bon. Je sais que tu avais parlé dans notre échange que tu avais vécu certaines choses du point de vue familial. Puis, je voulais savoir quels sont les impacts que toi, tu as vus dans ta propre vie
par rapport au fait que ta maman, d'après ce que j'ai compris, était une jeune maman. C'est sûr que par respect pour elle, il y a des choses que je peux pas nécessairement nommer parce qu'elle est encore vivante et tout ça. Puis il y a de la famille qui va probablement écouter l'épisode. Oui. Il y a des choses qu'on veut garder personnelles. Mais en fait, les impacts, c'est de voir cette personne-là brisée, non guérie. Donc, les impacts ont été clairs, là. Donc, au niveau émotionnel, elle a eu beaucoup de combats. Donc, moi, j'ai dû step up to the plate à un très jeune âge. Donc, j'ai dû prendre soin de ma maman à un très, très jeune âge, depuis que j'ai l'âge, en fait, de 11 ans que je prends soin d'elle. Puis au-delà de ça, c'est vraiment... je pense que ça m'a éveillée à l'importance de prendre soin de soi, à l'importance de la connaissance de soi, à l'importance d'aller chercher de l'aide au bon moment aussi. Ça m'a éveillée à l'importance aussi de ce que la connaissance de soi peut nous éviter ou nous apporter. Donc, ça, il y a tout ça. Les impacts sur moi, j'ai dû grandir plus vite, naturellement, mais aussi, c'est sûr que j'ai frappé quelques murs dans le sens que je suis un peu un overachiever, ce qui est bon et pas bon aussi parce que souvent, ça nous pousse à aller au-delà de nos limites. Puis moi aussi, j'ai frappé un gros mur par rapport à mes émotions parce que je poussais. Et aussi, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas nécessairement guéries au niveau de mes émotions. Puis, naturellement, lorsqu'on prend soin d'eux, on est parentifié à un très jeune âge, bien, il y a des besoins émotionnels qui ne sont pas nécessairement comblés. Donc, c'est avec le temps que j'apprends à justement guérir. Puis, je suis capable de remonter dans mon parcours puis de nommer ces choses-là. Puis, je pense que j'ai fait preuve de beaucoup de maturité émotionnelle pour pouvoir me rendre où est-ce que je me suis rendue. Et je suis fière honnêtement, mon parcours, j'en suis super fière. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui m'admirent, mais moi, tu sais, ma plus grande fierté, c'est pas mes achievements, mais c'est d'être arrivée où est-ce que je suis rendue et être encore saine d'esprit. Malgré que j'ai pu émotionnellement visiter des bas-fonds, j'ai pu rebondir et puis encore avoir aussi le goût de servir. Là, ouais. Félicitations. Félicitations. Tu as fait du beau travail. Tu sembles être le modèle pour la Maison Déborah, surtout parce que tu l'as vécu, mais aussi parce que tu as fait le travail sur toi-même pour te rendre, comme tu l'as dit, où tu es rendu aujourd'hui. Donc, une belle ambassadrice, même si je sais que tu es la fondatrice, mais il n'en reste que tu représentes bien ces jeunes femmes-là et ce qu'elles doivent aspirer à. Donc, félicitations pour ça. C'est sûr, parce que j'ai brisé moi-même des barrières, en fait. J'ai pu étudier jusqu'à l'université. J'ai 40 ans, je ne suis pas encore mère. Aussi... C'est plusieurs barrières déjà. Ouais. Juste ce que tu viens juste de mentionner. Je ne suis pas le fruit de mon... Je veux prouver que malgré le vécu, on n'est pas obligé d'être le fruit de notre environnement, en fait. Wow! Ouais. Je vais garder cette belle parole de sagesse pour la fin, pour la clôture. Merci beaucoup d'avoir participé à mon émission, d'être venu présenter la Maison Déborah. C'est tout un honneur pour moi. Merci, Jessie. C'est un honneur partagé. Premièrement, de pouvoir avoir été sur le plateau de Edna Rencontre. Pour moi, c'est vraiment plus qu'un honneur. Puis de pouvoir partager ma vision, puis aussi de pouvoir te faire... Je peux te dire d'avoir permis de rentrer dans l'univers de la Maison Déborah et des jeunes mamans qui sont, on pourrait dire, qui sont desservies. Ouais. Merci. Alors, ceci conclut notre émission. J'espère que vous en avez appris sur la Maison Déborah, que vous allez pouvoir les accompagner, les appuyer. J'aimerais remercier les commanditaires, remercier ceux qui ont permis que l'émission puisse exister aujourd'hui et vous demander de partager, liker, vous abonner si cette émission vous a plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci.